Elle est la seule femme présidente d'un parti francophone en Belgique. À 38 ans, Sophie Réauny se retrouve à la tête de Défi en pleine tourmente. Ses proches la décrivent comme studieuse, perfectionniste et un peu anxieuse. Elle désirait devenir journaliste ou peut-être championne du monde de blind test. Nous allons donc découvrir qui elle est. Sophie Réauny est l'invitée d'À travers le miroir cette semaine. Bonjour Sophie Réauny. Bonjour Vanessa. Merci d'avoir accepté de participer à travers le miroir. Alors pendant une demi-heure, on va apprendre à vous découvrir. On va pas parler politique, un tout petit peu, mais très très peu. Mais c'est surtout apprendre à vous connaître. Et vous savez, dans cette émission, il y a une règle, c'est qu'on ne peut se regarder donc que à travers le miroir. Et avant qu'on commence, je voudrais savoir comment vous vous sentez dans ce fauteuil. Bien, il est plutôt confortable, la pièce aussi. Juste que c'est pas du tout un exercice qui m'est habituel, mais en même temps, ça me fait du bien de sortir du format habituel des émissions purement politiques. Il y a un petit côté psychothérapie qui ne me rassure pas complètement, mais de faire de temps en temps l'introspection, c'est important. Donc je trouve ça plutôt chouette. Merci. Le miroir, est-ce que c'est un objet qui vous est familier, que vous appréciez, ou alors vous l'évitez plutôt ? Non, je le réduis au strict nécessaire pour me préparer le matin ou avant une émission, fatalement. C'est quand même important l'apparence. Mais sinon, oui, forcément, si je croise un miroir, on a tendance à jeter un œil dedans, mais c'est plutôt quelque chose que j'évite parce que je suis beaucoup dans une logique de rentabiliser mon temps un maximum, et donc pour moi c'est quelque chose qui est plutôt futile, qui est pas nécessaire, sauf si c'est pour voir des gens juste avant ou une émission ou autre. Là c'est important, comme je l'ai dit, l'apparence c'est important, mais strict nécessaire. Et votre look justement, est-ce que vous y faites attention? Par exemple ce matin, vos vêtements, vous les avez choisis comment? Le rose, j'aime beaucoup le rose, même si je vous avoue que surtout après la campagne, j'en avais marre de porter du rose. J'avais l'impression d'être une Barbie tout le temps sur les marchés, donc j'évitais le rose un maximum. Non, parce que j'avais envie, il fait beau. Mais au-delà de ça, oui, c'est important de faire attention à son apparence, et en particulier, peut-être même malheureusement, j'ai envie de dire, quand on est une femme, on doit faire doublement attention. Et c'est vrai que parfois, ça me pourrissait même la vie quand j'étais au Parlement, parce que c'était une vraie torture psychologique parfois le matin, de me dire comment je vais m'habiller pour telle commission, pour défendre tel dossier. Il ne faut pas que j'ai décolleté, il ne faut pas non plus que je vienne avec des baskets ou des talons trop hauts, parce qu'il faut que je sois confortable, mais présentable, il faut que je sois prise au sérieux. Et parfois, c'était vraiment un casse-tête. Surtout les séances plénières où vous avez vraiment énormément d'attention médiatique. Là, je suis plus ou moins libérée de ça, dans le sens où je sais plus maîtriser les moments d'attention médiatique. Mais c'est vrai que c'était parfois très compliqué, surtout en tant que jeune femme en politique. Vous avez déjà eu des réflexions sur vos tenues ? Oui. Même parfois en plein débat, tu portes telle couleur, donc ça veut dire que tu es désormais dans notre camp, dans notre parti. C'est aussi une manière, je pense, de déstabiliser la personne qu'on a en face d'elle. Peut-être pas forcément des remarques, mais des regards insistants ou suggestifs par rapport à la manière de m'habiller ou autre. Et qui, comme je le dis, parfois traduit une volonté de déstabiliser la personne, à défaut d'arriver à la déstabiliser à travers des arguments, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, aussi, en tant que présidente de parti, vous avez l'impression qu'il y a toujours aussi quand même cette pression en tant que femme, ou au contraire, le fait que vous soyez en politique depuis quelques années maintenant, ça a quand même retiré cet effet un peu la jeune fille nouvelle et fraîche qui débarque? Alors c'est vrai que quand on est femme en politique, c'est compliqué, mais quand on est jeune, encore plus. Il y a du sexisme, mais il y a aussi du jeunisme. Sur toute une série de dossiers, moi j'ai entendu des arguments visant à dire « Ah, mais c'est son jeune âge, je ne sais pas de quoi elle parle », alors que c'était un dossier sur lequel je travaillais depuis des années, même auparavant en tant que collaboratrice parlementaire. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'avec les années, il y a une certaine légitimité qui va de soi, qui s'acquiert.
Mais cette logique selon laquelle les femmes doivent faire doublement leurs preuves qu'un homme, il n'y a rien à faire. On le ressent en politique, on le ressent même dans l'ensemble de la société. C'est vraiment quelque chose que je ressens très fort en discutant avec des amis, où on se dit vraiment, voilà, je viens d'être embauchée dans telle boîte, je ressens le fait que je dois faire doublement mes preuves, aussi que je dois être particulièrement disponible, et que ce n'est pas parce que je suis une femme, que je suis en âge de devenir maman, que je le suis, que pour autant c'est quelque chose qui va pénaliser la boîte. En fait, on se sent vraiment... on ressent beaucoup ce devoir de disponibilité, et en politique encore plus. Moi, j'ai beaucoup ressenti ça au tout début. Je ressentais beaucoup le besoin de répondre à l'ensemble des messages que je recevais, parce que je me sentais redevable vis-à-vis des gens. Je me disais, ben voilà, si j'ai ce mandat, c'est parce qu'il y a des gens qui ont voté pour moi, qui ont cru en moi, et donc je ne peux pas me permettre de les snober, entre guillemets, et de ne pas leur répondre. Mais c'est très vite devenu insupportable. J'ai dû, à un moment donné, fixer des limites, parce que sinon, on n'a plus de vie. Oui, ça c'est toute la problématique aussi après, évidemment, des réseaux sociaux que vous continuez à gérer vous-même aussi. Votre téléphone, vous arrivez à le lâcher de temps en temps ? C'est compliqué. Je me dis chaque année, chaque 31 décembre, bon, allez, bonne résolution de l'année, ça va être de couper le GSM, en tout cas de fixer des limites. Mais le problème, c'est que quand le GSM, c'est le principal outil de travail par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au fait de devoir suivre l'actualité du petit matin jusque tard le soir, c'est très très compliqué. C'est un super outil parce que ça permet vraiment de rester en contact avec les gens, et moi c'est ce que j'aime le plus en fait dans ce que je fais, c'est vraiment d'avoir ce lien avec les personnes, de connaître leurs besoins, leurs préoccupations, de les entendre aussi par rapport à ce qui est mis en place ou pas. Mais d'un autre côté, en effet, il faut fixer des limites, parce que sinon on n'a plus de vie privée, et comme dans tout secteur, on a besoin d'un équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est d'ailleurs quelque chose que je défends à travers mon travail en tant que président de parti ou de député, c'est que tout le monde ait droit à son épanouissement aussi personnel pour, en bout de course, être aussi épanoui dans sa vie professionnelle. Alors justement, on va arrêter de parler boulot, comme ça, vous me faites une bonne transition. Vous avez grandi à Waterloo, en périphérie bruxelloise. Donc, votre maman, elle était hôtesse de l'air, c'est ça ? Et votre papa, il travaillait à la commune de Waterloo. Oui. Il dit que c'est un peu à cause de lui, finalement, que vous avez chopé le virus de la politique. C'est vrai, ou c'est plutôt plutôt les grands-pères qui ont été... il y a un peu de tout ça, en fait. Chaque personne de mon entourage, je dirais, a vraiment participé à ce choix qui, en fait, au départ, n'était pas du tout ça. Je voulais être journaliste, figurez-vous, je voulais être à votre place à la base. Je voulais faire journalisme. Mon père, non, tu vas faire le droit, en termes de débouchés, c'est plus simple, etc. Mais en fait, ils ont tous participé à mon parcours, dans le sens où ils m'ont beaucoup inculqué les injustices, aussi certaines valeurs comme la solidarité, notamment la justice. Le fait que mes grands-parents aient dû quitter Budapest, donc un régime soviétique dans lequel il n'y avait aucune liberté, où il n'y avait aucune liberté d'expression alors qu'ils étaient artistes, forcément, ça a beaucoup joué sur ma volonté de défendre une société dans laquelle on peut être libre et dans laquelle on peut s'émanciper et s'exprimer comme on le souhaite. Et aussi le devoir de solidarité à l'égard des migrants, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Le fait que ma mère ait évolué dans un milieu hyper sexiste, où on doit être justement toujours bien, toujours poli, où il y avait une commission qui déterminait si vous étiez encore assez bien, assez jolie, etc., pour continuer à travailler, sans tenir compte en fait de votre santé notamment, parce que ma maman a fini par avoir des ennuis de santé, donc là aussi ça m'a donné envie de travailler sur ces questions-là. Et par rapport à mon papa, au contraire de ce qu'il pense, en fait, il revenait très régulièrement à la maison en disant « j'en ai marre de ces échevins qui s'engueulent, qui ont des égos surdimensionnés, qui sont jamais d'accord, qui se mettent en avant ». Et je me suis dit « oh là là, c'est quoi ce milieu qu'est la politique ?» En fait, franchement, j'ai vraiment pas envie d'être là-dedans. Et donc au départ, je voulais plutôt décrire les décisions politiques, donc je voulais être journaliste politique, je voulais vraiment décrire ce qui était adopté pour aider les gens. Et puis à un moment donné, je me suis dit, au lieu d'être
spectatrice de la société, ou plutôt la commenter, mais pourquoi ne pas passer de l'autre côté de la barrière pour pouvoir être actrice des changements que je voulais voir insuffler dans la société. C'est comme ça que de fil en aiguille, mon engagement d'abord associatif et ensuite politique s'est fait. Je vais vous montrer une photo. Vous allez nous expliquer ce qu'on y voit. Oui. Donc, qui est-ce ? C'est une affiche de mon grand-père pour promouvoir le Soir, qui était déjà un journal très lu à l'époque. Donc mon grand-père en fait faisait principalement des affiches de publicité, mais aussi avec ma grand-mère, puisqu'ils étaient artistes tous les deux, des cartes de vœux. Ils ont beaucoup peint la grande place de Bruxelles, par exemple, donc pour Noël. Si je vous montre celle-ci aussi. Et aussi, en effet, ça c'est un des gros projets sur lesquels il a travaillé, à savoir l'Expo 58 à Bruxelles. Et donc j'aime beaucoup ces affiches parce que elles sont très colorées, il y a beaucoup de joie de vivre, il y a beaucoup de sourires dans ce qu'il peignait. Je pense que ça transparaissait un peu sa manière de vivre et de voir les choses. Et oui, enfin, je pourrais en parler des heures parce que je suis très admirative de son parcours et de ce qu'il voulait véhiculer. Voilà, oui. non, mais c'est très bien, ça montre effectivement votre attachement à la famille, c'est important pour vous, à vos origines aussi. Hein, sur la table, il y a un petit accessoire qui, paraît-il, vous utilisez pas mal en cuisine. Oui, j'adore, c'est le paprika. Donc en fait, c'est la base de la cuisine hongroise. D'ailleurs, souvent, mes amis se foutent de moi en disant, en fait, la cuisine hongroise, c'est du paprika, quoi. Et du chou. Oui, et du chou, voilà. de la saucisse et des poivrons et des tomates, voilà. Ça tourne beaucoup autour de ça, c'est vrai. Ça n'en reste pas moins délicieux. Et puis, à chaque bouchée, ça me transporte à Budapest, où j'ai la famille maintenant très lointaine, mais surtout ma meilleure amie, qui est en fait ma sœur de cœur. On a grandi ensemble. Et donc oui, c'est forcément quelque chose que j'utilise beaucoup, surtout chez mon père et mon parrain et sa femme. C'est surtout eux qui cuisinent hongrois. Ouais. Votre adolescence, elle se passe comment, Sophie ? Elle se passe plutôt bien. Ouais. Franchement, je dois dire que j'ai pas à m'en plaindre. Alors forcément, l'adolescence, j'ai forcément eu des périodes de doute où je me sentais mal dans ma peau, je me questionnais beaucoup. Mais sincèrement, j'ai manqué de rien. J'ai pu faire mes choix. J'ai pu être assez libre alors que j'étais enfant unique. Donc mes parents auraient pu être très oppressants, très stricts, etc. Ils m'ont donné une assez grande liberté. Parce qu'ils savaient que en fait, je suis quelqu'un de très consciencieux, j'ai toujours beaucoup travaillé. Je rentrais à l'école, je mangeais mon goûter et puis je travaillais. J'ai jamais fumé, je me suis jamais droguée. Donc ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance, donc j'avais une assez grande liberté. Je faisais beaucoup de sport, donc même si j'étais enfant unique, j'avais quand même une vie sociale quand même très, très riche, très, très active. Mais en effet, oui, l'adolescence. Et puis, c'est vrai que le côté enfant unique, bon, ça a ses avantages, c'est clair. Mais j'en ai aussi un peu souffert parce que je voulais avoir un frère ou une sœur sur qui me reposer pour partager justement ces périodes de doute qui sont propres à l'adolescence. Il n'y a rien à faire. On dit que vous étiez déjà populaire. Je vous montre une photo. Est-ce que vous retrouvez sur cette photo d'abord ? Oui, directement. Je suis là avec Marie, avec Zoé, avec tous les autres. Populaire, j'en sais rien. Je suis un peu... Peut-être à l'université, justement parce que j'étais très active dans tout. J'étais impliquée dans la fac de droit, dans toute une série de choses. Mais au niveau du secondaire, justement, on était un groupe d'amis assez restreint. On était 4-5, là où d'autres... j'étais pas du tout dans les... Je suis un peu étonnée de ce témoignage. J'étais pas dans les populaires, entre guillemets, de secondaire. Au contraire, on était un peu dans notre petite bulle. Et j'ai toujours considéré, d'ailleurs, que ces plus fidèles amis, on les compte sur les doigts d'une main. Je connais forcément beaucoup de gens, mais les gens sur lesquels je peux vraiment compter... ils sont beaucoup moins, et notamment la crise du Covid a beaucoup joué par rapport à ça. J'ai fait beaucoup le tri dans mes amis parce qu'il y a des personnes, je ressentais beaucoup
ce besoin assez malsain de se sentir supérieur à vous pour se sentir mieux. Et donc il y avait parfois des mécanismes que je trouvais assez malsains et qui sont propres, enfin qui sont d'ailleurs, je pense, encore plus importants à l'adolescence où on se cherche. J'ai beaucoup ressenti ça, et au moins avec ce groupe très restreint d'amis, je me sentais plutôt en sécurité, et c'est justement quelque chose qu'on recherche à l'adolescence, je pense. Et vous en avez gardé beaucoup des amis de cette époque-là ? De secondaire, ben justement, pas beaucoup, principalement Marie, principalement, ou alors vraiment des amis d'enfance. Comme Ilona, que j'ai abordé tout à l'heure, qui habite à Budapest, et on s'appelle très régulièrement. Et sinon, c'est principalement des amis de l'université. Ça, c'est vraiment une période qui a été déterminante à tout point de vue dans ma vie. Alors évidemment, l'université, ça a déterminé votre choix de carrière après, parce que vous l'avez dit, vous vouliez être journaliste et pas du tout avocate. C'est votre père qui vous a conduit vers ces études de droit en disant le diplôme, c'est important, et surtout, il n'y a pas de débouché en journalisme. C'est un peu ça. C'est compliqué, même si on peut faire droit et faire journalisme. Tout à fait. Mais en quoi ça a été aussi révélateur pour vous ? Ça a été un moment où vous avez pu vous émanciper justement de ce carcan familial ? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'ULB, son esprit, le libre examen, le fait que ce soit proche du cimetière d'Ixelles, de toute une série de lieux de sortie, où il y avait aussi un brassage multiculturel super intéressant que forcément j'avais dans une très moindre mesure à Waterloo, je le dis très clairement. Ça m'a fait beaucoup de bien. Franchement, et c'est pour ça aussi que je me suis fait mes plus fidèles amis à ce moment-là, parce que justement j'avais l'impression que mes choix d'amis n'étaient pas dictés par mon microcosme social, mais vraiment par des vraies affinités qui se sont développées au fur et à mesure des cours et des intercours et des après-cours. Donc ça m'a beaucoup apporté, et ça m'a beaucoup aussi apporté dans ce que je voulais faire. Au départ, en effet, je voyais le droit comme une passerelle vers le journalisme, et puis je me suis dit, j'apprends tellement par rapport notamment à ce qui régit la vie en société, et quelles sont les règles qui font qu'un système fonctionne, qu'on peut régler des conflits en matière familiale, pénale ou autre. Et puis aussi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'injustices. J'étais consciente des injustices, j'ai toujours été révoltée par les injustices depuis ma plus tendre enfance. Mais avec mes cours de droit, j'en ai découvert d'autres. Et là, je me suis dit de nouveau, je ne peux pas laisser passer ça. Je dois faire quelque chose, que ce soit Et c'est pour ça qu'après, je me suis dirigée vers l'associatif. Et après, seulement vraiment en politique, par toute une série de concours de circonstances, en fait. Mais vraiment, l'esprit de l'ULB, ça m'a beaucoup apporté, et j'y pense encore très souvent. D'ailleurs, vous travaillez au départ au Centre d'action laïque. Oui. C'est un peu quand même, on va dire, le prolongement de l'ULB. La laïcité, ça reste quelque chose pour vous de très important ? Oui. De nouveau, qu'on n'enferme pas les gens dans des cases, qu'on veille à ce que les services publics soient assurés, quel que soit, de manière vraiment neutre. Que le service soit neutre, et dans son apparence, parce qu'on parlait de l'apparence tout à l'heure, et dans la manière dont il est effectivement rendu. Et oui, je trouve que c'est aussi une manière de protéger les religions contre certains fondamentalismes. Moi, je suis la première à dire que les religions, même si au cours de l'histoire, ils n'ont pas toujours participé à certaines paix, encore aujourd'hui, c'est aussi un rôle social qui est fondamental pour toute une série de personnes. Moi, j'ai dans mon entourage des personnes qui sont vraiment foncièrement croyants, et ça leur apporte quelque chose au quotidien. Mais il faut justement poser des limites et veiller à ce que ces religions ne puissent pas être dénaturées, ne puissent pas être instrumentalisées. Et donc rien que pour ça, je trouve que la laïcité, elle reste essentielle aujourd'hui, oui. Alors pour certains, il y a une autre religion sur la table. Peut-être que vous allez comprendre ce que je veux dire. Je ne parle pas des pistaches pour l'instant, mais parce que ça pourrait aussi être ça pourrait être votre religion. Oui. Je parle du foot, peut-être. Oui, tout à fait. Il paraît qu'enfant, jeune ado, vous avez eu la chance de voir
David Beckham s'entraîner? C'est vrai. Et alors le pire, et ça rend malade mon père, c'est qu'il a obtenu un autographe de David Beckham et que je l'ai égaré, parce que j'ai un petit côté bordélique parfois aussi, et je n'ai aucune idée d'où est l'autographe de David Beckham. Toujours est-il qu'il est dans ma tête et que oui, bah, ça m'a marqué parce que voilà, c'était une superstar. J'étais fan des Spice Girls dans le même temps, donc voilà, c'était vraiment bingo. Mais au-delà de ça, oui, je suis fan de foot, un peu moins maintenant. Mais oui, ben, et vous jouiez aussi quand vous étiez jeune. Et alors, en effet, je voulais absolument jouer au foot. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais 11 ans. Et donc, on m'a inscrit dans le club de foot. Et eh bien, mes camarades, c'était mixte, sauf que c'était pas du tout aussi développé du côté féminin qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai été confrontée à mes coéquipiers qui étaient tous masculins et qui ne voulaient pas me passer la balle parce que j'étais une fille, donc forcément, j'allais faire ça mal. Donc, j'ai essayé quelques mois, on a acheté tout le matos, et protège tibia, tout le bazar. Sauf que ça n'a pas fait long feu, parce que jusqu'aux 12 ans, ça devait être mixte en effet. Votre côté garçon manqué, vous l'avez cultivé aussi en bricolant un peu? Il paraît que vous savez changer une roue, ou en tout cas être très calme quand il y a un pneu qui crève. Ah, d'accord. Oui, et que vous avez les bons réflexes. Je soutiens les bricoleurs, mais je ne bricole pas moi-même. Oui, je crois voir à quoi ça fait allusion, parce que forcément, c'est pas un truc... Quoique, je crève parfois mes pneus, en effet. Non, c'était en vacances avec mon amoureux, avec Gaëtan, à Death Valley, où c'était le tout début du séjour. On partait pour 3 semaines, et au bout de 2 ou 3 jours, je sais plus, on crève le pneu. Vraiment, on ne comprend pas. Et donc là, on se dit, mais bon sang, comment on va faire? On doit survivre ici pendant 2 semaines et demie. Et donc, on a rencontré un monsieur très, très gentil qui nous a mis un bout de chic, là, ou je sais pas quoi, dans le pneu. Et ça a tenu pendant tout le reste du séjour. Mais c'est vrai que Gaëtan était assez frappé par mon sang-froid. J'aurais pu paniquer, pleurer, dire, ah, nos vacances sont foutues. Non, ça arrive. Et c'est vrai que j'ai fait preuve d'un certain sang-froid. Mais il y a un autre moment où j'ai fait preuve de sang-froid aussi, c'est quand on est parti en camping-car en Normandie pour le Nouvel An. Et en fait, il se trouve qu'aussi, au bout de 2 jours, il n'y avait plus de chauffage. Donc, on a passé des nuits vraiment mitouflées dans les couvertures. Puis, on a dû trouver des solutions. Mais là aussi, j'ai fait preuve d'un certain sang-froid. En tout cas, Gaëtan était assez frappé. Et je crois que j'ai marqué des points. À ce moment-là, mais c'est important, le sang-froid, c'est pas forcément quelque chose que j'ai comme ça, parce que je suis assez entière et hyper sensible, donc je vis les choses très intensément. Mais là, pour le coup, j'ai eu un certain sang-froid, et souvent d'ailleurs mes amis me disent c'est fou parce qu'en fait tu devrais faire preuve d'un sang-froid, on imagine, dans le cas de ton métier, parce que quand tu débats face à un tel qui balance la fosse au lion, des âneries, etc. Moi, je ne parviendrai pas à rester calme face à cette personne. Je balancerai tout ce que je pense. J'aimerais beaucoup aussi, mais je ne peux pas. Je dois garder ce sang-froid, et sans doute que la politique m'a peut-être permis, dans ce cas de figure, de faire preuve de sang-froid. Ou les réseaux sociaux aussi, peut-être, quand vous vous faites insulter ou que vous recevez des messages peu agréables. Là aussi, vous essayez peut-être de protéger vos proches? Totalement. J'ai même l'impression que je protège davantage mes proches que moi-même, même si, en étant directement exposée, en fait, ça rejaillit sur mes proches parce que je finis par leur en parler et ça les touche. Je sais, par exemple, que mes parents sont assez inquiets que je vive ça au quotidien. Je sais que parfois, secrètement, même ouvertement, ils me disent « T'es sûr que tu veux continuer dans ce milieu-là ?» Parce que c'est inutilement violent, en fait. Mais c'est vrai que je veille à les protéger. Je mets très rarement de photos parce qu'en fait, ils n'ont pas choisi, eux, d'être dans ce milieu-là. Moi, j'ai fait ce choix, donc je dois assumer, en fait, ce choix. Mais par exemple, Gaëtan, je le protège, et mes autres amoureux avant, je les ai toujours protégés par rapport à ça. Je mets très très peu de photos, je ne suis pas du tout dans cette démonstration On voit plus votre certains. Chienne. Oui, parce que Nji, je crois qu'elle elle est consentante, elle adore ça, elle adore poser.
Mais plus sérieusement, je pense que c'est important parce que de nouveau, ils n'ont pas fait ce choix-là et je n'ai pas à leur imposer en fait. Vous aviez dit un jour aussi dans une interview que vous aviez frôlé le burn-out. Oui. Est-ce que ça vous a fait aussi prendre conscience de la dureté aussi du milieu dans lequel vous évoluez ? Oui, mais c'est clairement ce besoin d'être sur la balle tout le temps. Et puis aussi, c'était les circonstances qui ont fait que. C'était en fait au tout début de mon mandat parlementaire, je voulais tellement bien faire, je voulais tellement faire mes preuves, je voulais tellement montrer que si j'étais là, c'était pas parce que j'étais l'ancienne collaboratrice de l'ancien président de parti, c'est parce que j'avais travaillé énormément pour, que j'avais des choses à dire, des choses à faire valoir. Et donc, j'ai tellement voulu faire mes preuves que en effet, je ne m'accordais plus une minute pour moi. Déjà, maintenant, c'est compliqué, mais vraiment plus aucune minute. Et je ne sais pas ce qui m'a sauvée, entre guillemets. Oui, c'est mon entourage. Je pense qu'ils m'ont dit vraiment, tu dois faire attention à toi. Et justement, pour tenir, pour être efficace dans ton job, tu veux tellement défendre tes valeurs, sache que tu n'y parviendras plus si ton meilleur instrument, à savoir ton corps, ne suit plus et ne pourra plus être le carburant de ce que tu veux défendre en fait. Et donc je me suis dit, ben voilà, c'est dans mon intérêt, c'est dans l'intérêt des causes que je veux défendre que je dois relâcher la pression. Et puis les choses se sont mises en place aussi, l'équipe, etc. On a trouvé un équilibre plus ou moins correct pour que je puisse travailler. Mais de toute façon, j'ai toujours énormément travaillé. Même à l'école, comme je vous le dis, à l'université. Besoin de maîtriser les choses. Oui, j'ai un petit côté control freak, en effet. Oui. Dites-moi, pourquoi ils sont là, ces pistaches, d'après vous ? Parce que j'adore ça. que j'adore ça. Toutes les déclinaisons de pistaches. Et en plus, la société aujourd'hui ne m'aide pas parce que, je sais pas, il y a des trucs oui, il y a des trucs à la pistache partout, tout le temps. C'est assez hallucinant. Et au-delà de ça, parce que j'ai toujours beaucoup mangé. Vraiment, j'ai un appétit très important. Ça impressionne beaucoup les gens quand ils ne me connaissent pas. Je termine toujours mon assiette. Je termine même l'assiette des autres qui n'ont rien demandé, mais soit. Et puis même quand j'étais toute petite, c'est mon premier mot, c'était encore, parce que je voulais encore manger. Et ma mère me disait même que on m'a fait... Donc, je suis née par césarienne. On a dû me faire naître 1 mois plus tôt parce que j'étais déjà à presque 4 kilos. Donc, il fallait vraiment que je sorte et que le cordon ombilical ou je ne sais plus quoi était particulièrement important, de sorte que le docteur l'a exposé à tout l'hôpital en mode « je n'ai jamais vu ça » en fait. Et donc, c'est resté. Voilà. Mais donc, c'est mon amour de la nourriture et des pistaches, notamment. Mais ce n'est pas que ça. Il paraît que vous avez un autre amour aussi. On va terminer cette émission avec un petit jeu, si vous le permettez. Oula. Ok. Donc, je vais vous passer un petit morceau et vous allez me dire... Imagine Dragons. Ouais. Ça va, on m'a pas menti. Attention, la suivante. Christina Aguilera. C'est pas mal, c'est pas mal. Je reviens plus sur l'artiste. C'est aussi avec Christina. Give me a reason, je sais plus quoi. Ah, Pink. Pink, évidemment. J'ai cru que j'avais réussi à vous piéger. Mince. Et attention, la dernière. Ça va aller vite. Vous avez pas envie de danser là ? Oui, mais voilà. Ça s'y prête pas, je dois rester sur ce fauteuil, je suis désolée. Mais j'ai fait beaucoup de danse en effet, quand j'étais jeune, notamment, du hip-hop. Il paraît que sur Usher, on peut pas vous arrêter. Ça passe et vous y allez, et même si vos amis s'évanouissent. Oui, en effet. Alors, concert de Usher, je sais pas, on avait 14 ans, 15 ans, je sais plus. Et on était 5 minutes avant le début du concert. Et ma meilleure amie, qui l'est toujours d'ailleurs, Marie, tombe complètement dans les vapes. La chaleur, l'excitation, j'en sais rien.
Du coup, la foule la transporte tout au devant de la scène pour qu'elle puisse être secourue. Et du coup, moi, je panique totalement. Enfin, vraiment, j'ai ce besoin de venir en aide à mon amie qui est en détresse. Et donc, je veux poursuivre le même chemin qu'elle, à savoir traverser la foule en délire pour la rejoindre. Et là, forcément, la foule en délire, non, était là depuis des heures pour avoir cette place, donc ne va certainement pas me laisser passer. Je dis, c'est mon amie, quel malaise, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Non, rien à faire. Le concert commence, moi je suis là sans mon amie qui est complètement dans les vapes. Je suis vraiment inquiète pour elle. Je finis par la retrouver. Voilà, et puis 15 minutes après, on a raté le début du concert, qui est un moment toujours super important dans tous les concerts. Mais au moins, on a pu profiter et elle allait très bien. Bon, avouez, c'était un stratagème pour vous rapprocher de Cher, en fait. Pas tellement, puisque j'ai vraiment pas pu m'en rapprocher. On s'en est même distancé au final. Mais au moins, on a pu profiter du concert à deux. Ouais. Bon, au moins, vous avez gagné le blind test haut la main. Merci, Sophie Rehony, d'avoir participé à Travers le miroir.